Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Nous sommes déjà à la fin du mois de février 2026 et aujourd'hui, la mission s'annonce particulièrement dense. Ouais, on a beaucoup de pain sur la planche. Absolument. Devant nous, on a une pile de rapports très récents, fraîchement publiés par wikiresidence.ca et infodrone.ca. Le but de notre analyse d'aujourd'hui, comprendre comment la métropole de Montréal est littéralement en train de réécrire son ADN urbain, social et économique. C'est un grand programme. En effet. Et honnêtement, en épluchant ces documents, le constat est frappant. Les données couvrent un spectre immense. Ça va de l'hôtellerie de luxe ultra-moderne à l'ingénierie végétale sur les berges, en passant par le développement immobilier massif autour des nouvelles gares du REM. Tout est interconnecté, en fait. C'est exactement ça. Le fil conducteur pour quiconque souhaite comprendre cette transition, c'est d'observer comment les concepts de domicile, de travail et de nature ne sont plus du tout compartimentés. En ce début de 2026, ces notions fusionnent pour créer une toute nouvelle mécanique urbaine. Alors décomposons un peu tout ça, car il y a énormément de matière à assimiler. C'est une excellente façon de poser le cadre. Ce qu'il faut garder à l'esprit tout au long de cette discussion, c'est que derrière le béton coulé, les statistiques financières et l'infrastructure lourde, on assiste à un changement profond de la psychologie urbaine. Ah, la psychologie urbaine, c'est un bon terme. Bah oui, la ville ne grandit plus simplement par habitude ou par étalement. Elle s'adapte à une nouvelle conscience écologique, tout en essayant de jongler avec des réalités économiques extrêmement tendues pour les résidents. Et justement, pour comprendre cette nouvelle économie, il faut d'abord regarder ce qui amène de l'argent frais dans la métropole. Les chiffres du tourisme pour l'année 2025 viennent de sortir, et la reprise n'est pas qu'une simple rumeur, c'est un moteur financier massif. Les chiffres sont impressionnants. On frôle la barre des 12 millions de visiteurs, 11,9 millions pour être précise. Et les retombées injectent 5,8 milliards de dollars dans l'économie locale. Ça donne le vertige. Mais ce qui m'a vraiment fait sursauter dans le rapport, c'est le poids du Palais des Congrès. À lui seul, il a attiré 940 000 participants. C'est énorme. Ça représente 63% de la valeur économique totale liée aux réunions d'affaires. C'est comme si la population d'une grande ville entière transitait par ce seul bâtiment en un an. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'industrie hôtelière qui absorbe ce volume de visiteurs a complètement changé de philosophie. Comment ça ? Il ne s'agit plus de construire des tours pour simplement empiler des lits. Les données montrent que le revenu moyen par chambre disponible, le fameux RevPAR, se maintient solidement autour de 165 $. C'est quand même un beau chiffre. Oui, et à ce prix-là, la clientèle d'affaires de 2026 exige ce qu'on appelle désormais le luxe conscient. C'est vraiment la fusion entre une ultra-personnalisation technologique et une décarbonation mesurable. J'avoue que j'étais un peu sceptique en lisant le terme luxe conscient. On a tellement l'habitude du vernis écologique, genre le simple fait de demander aux clients de réutiliser leurs serviettes. Le fameux greenwashing. Exactement. Mais les exemples dans nos sources vont bien plus loin. L'intelligence artificielle, par exemple, gère maintenant des hôtels comme le Four Seasons ou le Montville. Et c'est pas juste un gadget. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour faire joli. L'IA analyse les habitudes réelles du client, ses entrées et sorties, pour pré-régler la température et l'éclairage de la chambre. On ne climatise plus une pièce vide à 19 degrés pendant 8 heures. C'est là que la technologie sert l'écologie de manière invisible mais très efficace. Et on le voit aussi avec la mort d'un grand classique de l'hôtellerie, Lequel ? le mini-bar standard. Ce petit réfrigérateur qui tournait 24 heures sur 24 pour garder au frais des bouteilles en plastique et des collations industrielles que personne ne mangeait, c'est terminé. Ah, enfin. C'était tellement un gaspillage. Totalement. Il est remplacé par une livraison à la carte. Cela élimine une source gigantesque de gaspillage alimentaire et de consommation électrique inutile. Le rapport souligne d'ailleurs le succès du programme Clé verte. Il y a maintenant 71 établissements certifiés au Québec. C'est un sommet historique. Et on sent un véritable changement de paradigme sur la perception du statut social. C'est-à-dire ? Si on prend du recul, pour quiconque voyage souvent pour le travail, se faire offrir un petit savon industriel sous emballage plastique, ça n'a plus rien de prestigieux. Aujourd'hui, le luxe, c'est de trouver dans sa chambre du miel récolté directement sur le toit de l'hôtel. Ouais, ou des savons artisanaux fabriqués localement sur le plateau. Voilà, l'écologie locale est vraiment devenue l'étalon or du haut de gamme. Absolument. Et cette tendance s'étend même à l'économie circulaire la plus stricte. Prenons l'hôtel et suite le Dauphin. Le rapport mentionne qu'ils ont récupéré 50 kilos de vieux rideaux et de nappes pour les transformer en sacs promotionnels. C'est une super idée.
Et ailleurs, un endroit comme le spa Bota Bota utilise directement la géothermie du fleuve pour chauffer ses installations. Ce que tout cela prouve à l'industrie, c'est que réduire drastiquement son empreinte carbone n'est plus synonyme de privation. Le confort reste là. Le confort reste exceptionnel, mais la norme exige de ne laisser aucune trace environnementale derrière soi. C'est comme si la chambre d'hôtel était devenue un assistant personnel ultra optimisé et écolo. Et cette idée de maximiser l'efficacité de l'espace et de l'énergie, on la retrouve à une échelle beaucoup plus vaste quand on se penche sur le développement résidentiel. Surtout autour du REM. Exact. J'ai lu la section sur la métamorphose de Brossard autour des stations Panama et du quartier, et c'est radical. On parle de la stratégie TOD, le Transit Oriented Development. C'est le grand mot à la mode. Oui, mais concrètement, c'est la fin des gigantesques mers d'asphalte autour des centres commerciaux de banlieue. La règle d'or maintenant, c'est de densifier agressivement dans un rayon de 800 mètres autour des gares. Si on relie ça à la situation historique de nos banlieues, c'est une véritable révolution urbaine. 800 mètres, c'est environ 10 minutes de marche. L'objectif est de créer des noyaux de vie où la voiture devient obsolète. Ce qui est impensable historiquement pour Brossard. Tout à fait. Le projet Solar Uniquartier illustre parfaitement cette ambition avec un investissement colossal qui dépasse 1,3 milliard de dollars. L'architecture même de la banlieue est redessinée. On voit s'ériger des tours de 30 étages. Des tours de 30 étages en banlieue sud. Oui, un horizon vertical qui, il y a à peine une décennie, aurait été impensable au sud du pont Champlain. Le projet de Prével et TGTA à la station Panama va d'ailleurs ajouter à lui seul 1776 unités d'habitation. Et j'ai fait le calcul en regardant les données sur la taxe de croissance de Brossard. C'est une stratégie municipale redoutable. Brossard impose désormais 3 708 $ par porte aux promoteurs immobiliers. C'est une belle somme. Oui, et si on applique ça uniquement aux 1776 unités du projet de Prével et TGTA, on parle d'une injection quasi instantanée de 6,58 millions de dollars dans les coffres de la ville. C'est très habile. Et cet argent est directement réinvesti pour financer les infrastructures souterraines et surtout pour aménager le futur Grand Parc Central. C'est un mécanisme qui force le développement privé à financer la qualité de vie publique. Mais là où le dossier du logement devient vraiment indicateur de notre époque, c'est dans la structure financière de ces nouveaux projets. Oui, parce que l'achat n'est plus la norme. Non, les promoteurs ont compris que l'accès à la propriété traditionnelle est devenu un mirage pour beaucoup. C'est là que ça devient vraiment intéressant, surtout quand on décortique les chiffres pour quiconque cherche à se loger aujourd'hui. Le rapport met en lumière l'explosion du concept de locatif tout inclus. Le fameux clé en main. Voilà. Prenons un condo neuf de type 3,5 dans ces nouvelles tours. Actuellement, ça coûte environ 2100 $ par mois en location. Mais attention, ce prix inclut Internet, l'électricité, des électroménagers haut de gamme et l'accès à des installations sportives. Ce qui change la donne. Complètement. Parce que si on fait le comparatif avec l'achat du même condo, en additionnant l'hypothèque avec les taux actuels, les taxes municipales et les frais de copropriété, on grimpe à 3 075 $ par mois. La différence mensuelle est énorme. Mais la vraie barrière que ce modèle locatif contourne, c'est la mise de fonds. Exactement. Pour acheter ce même condo, il faudrait sortir environ 120 000 $ en liquidité. En éliminant cet obstacle colossal, le modèle du tout inclus redéfinit le parcours résidentiel. On sacrifie l'équité pour le service. C'est ça. Les locataires acceptent de ne pas bâtir d'équité, mais en échange, ils obtiennent une flexibilité totale et des services qui rappellent l'hôtellerie de luxe dont nous parlions tout à l'heure. Des piscines sur le toit, des services de valet, de vastes espaces de coworking intégrés à l'immeuble. C'est vraiment un mode de vie tout en un. Mais attention, le rapport de wikiresidence.ca nuance fortement le développement du REM. Toutes les gares ne sont pas destinées à devenir de petits villages familiaux. L'exemple de la station Marie Curie, située au Technoparc, est très spécifique. Si on relie ça à la situation globale, c'est logique. Contrairement à Brossard, le secteur de Marie Curie est un pôle d'innovation industrielle et il est encerclé par des milieux humides extrêmement sensibles d'un point de vue écologique. Donc pas de garderie ou de grand parc pour enfants là-bas ? L'urbanisme y est complètement différent. Il n'y a aucune volonté d'y construire des écoles primaires ou d'y attirer des familles. Le logement prévu prendra plutôt la forme de résidences de co-living très ciblées, pensées pour des chercheurs internationaux ou des travailleurs de la haute technologie qui ont besoin d'un pied-à-terre temporaire mais hautement connecté. D'ailleurs, cette fameuse station Marie Curie teste la patience de beaucoup de monde, car son ouverture est repoussée à 2027. Ah oui, le dossier complexe de l'aéroport. Oui, en lisant les détails techniques sur les causes de ce retard, on réalise l'ampleur du défi d'ingénierie. Tout gravite autour du tunnelier nommé Alice.
Une machine impressionnante. Titanesque, oui. Cette machine a dû creuser un tunnel directement sous les pistes actives de l'aéroport Montréal-Trudeau. Imaginez les contraintes de sécurité pour éviter que les vibrations n'affectent les instruments de navigation ou l'intégrité de la piste au-dessus. C'est un casse-tête logistique. Et en plus, comme il n'y a pas de voie d'évitement ou d'aiguillage pour faire demi-tour au train entre la station Marie Curie et celle de l'aéroport, les deux doivent absolument être mis en service simultanément. Ce qui signifie que toute l'année 2026 sera consacrée à des essais à vide et à des tests de sécurité d'une rigueur absolue. C'est le niveau de complexité inhérent aux infrastructures souterraines modernes. Ça se comprend. Mais si l'on revient à la surface, et surtout dans les quartiers déjà établis de la métropole, la dynamique est différente. Le centre et les quartiers limitrophes ne peuvent pas s'étaler. Ils doivent se réinventer de l'intérieur. La densification pure et dure. C'est le défi de la densification urbaine. Transformer l'ancien pour loger le nouveau sans détruire le tissu local. Le rapport cite un exemple de transformation à Notre-Dame-de-Grâce qui illustre parfaitement cela, le projet Citesia. On parle de l'adresse du 2600 boulevard Cavendish. Un site bien connu. Pendant des décennies, c'était un bloc de bureaux gris, entouré d'asphalte, complètement déconnecté de la vie de quartier. Aujourd'hui, grâce à un investissement massif de 125 millions de dollars, le site renaît sous la forme d'un complexe résidentiel de 350 unités. Belle métamorphose. Mais le détail qui m'a le plus interpellé, c'est ce qu'ils ont fait du stationnement extérieur. Ils ont arraché l'asphalte pour y planter une véritable forêt urbaine. Et ils n'ont pas planté quelques arbres au hasard. Ils utilisent la méthode japonaise Miyawaki. C'est une technique d'ingénierie végétale fascinante. J'en avais jamais entendu parler avant de lire ce rapport. C'est très ingénieux. Au lieu de planter des arbres matures espacés les uns des autres, on plante une très grande variété d'espèces indigènes de manière extrêmement rapprochée. Et ça pousse bien. Mieux que bien. Cette densité crée une compétition féroce pour la lumière et les nutriments, ce qui pousse la forêt à croître jusqu'à 10 fois plus vite qu'une plantation traditionnelle, tout en devenant beaucoup plus dense et résiliente. La mécanique de cette méthode est brillante. Et économiquement, ce projet Citesia agit comme un électrochoc pour tout le quartier NDG. Quand un investisseur met 125 millions sur la table et que ça fonctionne, le risque perçu par les autres diminue drastiquement. L'effet boule de neige. On le voit noir sur blanc dans les données. D'autres projets voisins, comme Exal NDG et le Bellevue, ont immédiatement profité de cet élan pour rehausser la qualité de leur propre développement. L'effet d'entraînement est indéniable pour revitaliser une artère. Cela soulève toutefois une question cruciale de politique publique. La gentrification. Exactement. Quand des millions sont injectés pour verdir et densifier des quartiers, comment éviter que cette amélioration ne se transforme en gentrification agressive ? Si on embellit NDG ou Verdun, comment s'assurer que les locataires à revenus modestes ou les aînés ne soient pas tout simplement évincés par la hausse des valeurs foncières ? C'est la grande angoisse urbaine de la décennie. Mais les documents mettent en lumière une parade très intéressante avec le projet Gordon, situé à Verdun. C'est une intervention chirurgicale de la part de la ville. Ils n'ont pas laissé faire le marché. Non. Plutôt que de laisser le marché libre dicter la loi, la municipalité a utilisé son droit de préemption. Concrètement, ils ont bloqué la spéculation en rachetant directement une ancienne résidence privée pour aînés, les Jardins Gordon, pour la somme de 8,1 millions de dollars. Une décision forte. Ensuite, ils ont confié le mandat à la Société d'habitation et de développement de Montréal. Le montage financier de ce projet démontre une volonté claire de mixité sociale. Avec un budget global de 27 millions de dollars, le bâtiment est en cours de rénovation complète pour créer 85 logements sociaux et abordables qui doivent être livrés en juillet 2026. C'est rapide en plus. Et ce n'est pas qu'une question de briques et de mortier. Maintenir des logements abordables dans un quartier central comme Verdun, qui est d'ailleurs très bien desservi par les transports en commun, c'est garantir que la ville reste fonctionnelle pour tout le monde, pas seulement pour les cadres de la tech. Si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, l'intention derrière ces chantiers devient limpide. L'objectif, c'est de matérialiser le fameux concept de la ville du quart d'heure. La ville de 15 minutes. Oui, que vous soyez étudiant, travailleur autonome ou retraité, l'idée est que vos besoins essentiels, épicerie, parc, travail, soins, se trouvent à moins de 15 minutes de marche ou de vélo. C'est une restructuration complète qui vise à briser notre dépendance historique à la voiture individuelle. C'est au fond une recherche de résilience. Et cette notion de résilience ne s'applique pas qu'aux modes de transport ou au logement. L'un des concepts les plus novateurs abordés dans les rapports d'infodrone.ca, c'est l'application de cette conscience écologique à nos infrastructures de base. Ils appellent cela la résilience bleue.
J'ai adoré cette partie. Il s'agit du virage vert appliqué directement aux berges et aux cours d'eau de l'île. C'est une section du rapport très technique, mais aux retombées incroyablement concrètes. On y détaille un projet de restauration des berges à Montréal-Nord, doté d'un budget de 1,2 million de dollars. Le béton ne suffisait plus. C'est ça. Historiquement, la solution facile consistait à couler des murs de béton gris le long de la rivière. Le problème, c'est que l'hiver québécois est brutal. Le gel, le dégel et la pression phénoménale des glaces finissent toujours par fissurer ce béton, exigeant des réparations coûteuses et constantes. C'est un combat perdu d'avance contre la nature. Aujourd'hui, on délaisse cette approche rigide pour adopter la bio-ingénierie des sols. C'est un changement de paradigme où l'on admet que la nature est, dans bien des cas, une bien meilleure ingénieure que nous. Cela soulève une question importante sur nos méthodes. La technique utilisée à Montréal-Nord repose sur l'installation de fascines de saule. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi exactement? Pour visualiser la chose, ce sont de gros fagots de branches de saule vivantes que l'on fixe directement dans le sol au pied des berges. Le coût de ce type d'aménagement varie entre 150 et 350 $ le mètre linéaire. Et les avantages mécaniques de ces branches vivantes sont supérieurs au béton en non. Une fois que les racines de ces saules se développent, elles créent un réseau souterrain d'une densité incroyable. Ce maillage agit comme un filtre naturel qui capte les polluants des eaux de ruissellement avant qu'ils n'atteignent la rivière. Et face à la glace, C'est là que c'est génial. Contrairement à un mur rigide, ces structures végétales sont flexibles. Elles absorbent et plient sous la poussée des glaces au printemps au lieu de casser. la dimension écologique va encore plus loin. Pendant les mois d'été, la canopée dense créée par ces saules projette de l'ombre sur l'eau en bordure de la berge. Les relevés montrent que cette ombre parvient à faire baisser la température de l'eau de 2 à 4 degrés Celsius. Ce qui fait une différence énorme pour les poissons. En période de canicule, ce rafraîchissement localisé est absolument vital pour la survie de la faune aquatique et des zones de frai. Et la boucle se boucle toujours avec l'aspect financier. Ce verdissement intelligent des berges a un impact direct sur le portefeuille. Les données montrent que la restauration naturelle de ces espaces fait grimper la valeur des propriétés environnantes de 8 à 15%. Tout en réduisant les dépenses municipales. Exactement. En absorbant mieux les crues, cela réduit drastiquement les coûts faramineux que la municipalité devait éponger chaque année à cause des inondations printanières. Tout le monde y trouve son compte. C'est l'illustration parfaite d'un urbanisme intelligent. Mais si nous prenons un instant pour synthétiser tout ce que nous venons d'explorer. Oui, le voyage conceptuel est vaste. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Nous avons commencé par ces hôtels du centre-ville qui redéfinissent le luxe en effaçant leur empreinte carbone. Ensuite, la banlieue qui change de visage. On a observé la banlieue de Brossard se verticaliser autour du REM, offrant des loyers tout inclus qui défient la logique d'achat traditionnelle. Nous avons vu de vieux édifices de NDG remplacés par des forêts urbaines ultra denses, tout en voyant Verdun se battre pour préserver des logements sociaux. Et on termine sur les berges. Où des branches de sol remplacent le béton armé à Montréal-Nord. Le portrait qui émerge de ces rapports, c'est celui d'une ville qui se replie sur ses quartiers d'une manière très positive. L'espace devient plus hyperlocal, beaucoup plus vert, tout en étant relié par des artères de transport rapides. Le constat est prometteur. Cependant, l'enjeu crucial pour la fin de 2026 et les années suivantes sera de maintenir un équilibre d'une grande fragilité. Le véritable test pour Montréal sera de s'assurer que cette modernisation éclatante et cette conscience écologique ne sacrifient pas l'abordabilité. Si les initiatives comme le projet Gordon ne se multiplient pas à la même vitesse que les tours de luxe, le risque de fracturation sociale reste immense. C'est un défi de taille. Mais au-delà des statistiques et des enjeux budgétaires, il y a une dynamique sociale émergente qui mérite une réflexion profonde. Nous avons détaillé comment les nouveaux complexes locatifs offrent tout sous un même toit, le gym, les bureaux partagés, parfois l'épicerie. C'est vrai. Les hôtels se métamorphosent en espaces de travail hybrides. Les quartiers aspirent tous à devenir de parfaites villes de 15 minutes autonomes. Mais si cette vision se réalise parfaitement, si un résident de Brossard ou de NDJ n'a plus jamais d'obligation fonctionnelle de quitter son microcosme pour trouver des services ou interagir professionnellement, que deviendra le centre-ville traditionnel? C'est une perspective assez troublante quand on s'y arrête. En éliminant le besoin de se déplacer, ne risquons-nous pas d'éliminer aussi ce chaos créatif, cette friction humaine et ces rencontres fortuites entre des individus de tous les horizons? C'est pourtant cette énergie brute, cette collision d'idées imprévisibles qui a toujours défini l'âme véritable des grandes métropoles. Une ville trop parfaitement optimisée et cloisonnée ne risque-t-elle pas de perdre son étincelle vitale?
C'est le grand paradoxe de cette ville de demain. On gagne en confort, on gagne en écologie, mais on risque de perdre le désordre magnifique qui fait le charme des centres urbains. C'est définitivement une idée à méditer pour quiconque arpente les rues de la ville et observe ces chantiers grandir. Une réflexion fascinante pour clore cette analyse. Merci d'avoir partagé cette plongée au cœur du Montréal de 2026 avec nous. À très bientôt pour une prochaine exploration approfondie.